Bonjour à tous. 5 ans. Savez-vous combien il y a de jours dans 5 ans? Cela ne fait pas moins de 1825 jours, un temps d'attente interminable. C'étaient des nuits à serrer l'oreiller dans la solitude, à noyer silencieusement mes larmes. C'était une époque où je subissais les paroles cruelles et empoisonnées de ma belle-mère. Je comptais les jours un par un, aspirant au retour de mon mari, Javier Vargas, après l'achèvement de ses études de 3e cycle à l'étranger. J'imaginais nos retrouvailles en dessinant 1000 scènes différentes dans mon esprit, mais jamais, pas même dans mes pires cauchemars, je n'avais imaginé qu'au bout de 5 ans de sacrifices et d'attentes douloureuses, ce que je recevrais ne serait pas une étreinte chaleureuse, mais un étranger arrivant d'un pays lointain. À l'intérieur, il n'y avait pas de cadeau ni de lettre d'amour, mais une requête en divorce froide, déjà signée, accompagnée d'une brève note aussi glaciale qu'une condamnation à mort. Le papier était d'un blanc immaculé, mais chaque lettre écrite dessus était aussi sombre et cendrée que mon avenir à ce moment-là. Javier avait écrit « Elena, je suis désolé. J'ai beaucoup changé au cours de ces 5 années. Le monde extérieur était trop grand, et j'ai réalisé que nous ne nous appartenons plus. Tu étais une bonne épouse, mais c'était toi dans le passé. La femme que tu es maintenant n'est plus assez bien pour mon statut ou mon avenir. Sinon les papiers et soyons libres. Je t'enverrai un petit règlement financier. » Je suis resté figé au milieu du salon. Le papier dans ma main tremblait comme une feuille au vent, et chacun de ces mots « tu n'es pas assez bien pour moi » a transpercé mon cœur comme un poignard acéré. Ces 7 mots ont fait plus de mal que 1000 insultes. À ses yeux, je n'étais rien de plus qu'un objet vieux et démodé à jeter pour ne pas ternir son brillant avenir. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que Javier t'a envoyé les papiers? Ma belle-mère, Doña Isabel, a interpellé vivement derrière moi. Elle s'est approchée, a arraché la lettre de ma main, et après l'avoir lue, a laissé échapper un rire de pure satisfaction. Ah, parfait, parfait. Enfin, mon fils a repris ses esprits. Je te l'ai dit dès le début. Comment une cutéreux comme toi pourrait-elle jamais être digne d'un homme de la stature de mon fils? Tu as assez vécu dans cette maison gratuitement pendant 5 ans. Cela a été un coup de chance immérité pour quelqu'un de ta classe. Signe-le déjà et sors d'ici, peut-être que nous aurons un peu d'air frais. Elle a jeté les papiers sur la table et m'a lancé un regard de mépris. Oh, et ne pense même pas à prendre les bijoux que Javier t'a offerts. Ils appartiennent à cette famille. Tu n'y as aucun droit. Je suis resté figé, piégé entre le mépris de ma belle-mère et la cruauté de mon mari à des milliers de kilomètres. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Ma gorge s'est serrée et les larmes ont monté, mais je n'ai pas pleuré. Lentement, je me suis penché et j'ai ramassé les papiers du divorce. J'ai étudié la signature familière de Javier. Cette écriture que j'avais tant aimée autrefois semblait maintenant étrange et brutale. Je me suis souvenu du jour où je lui ai fait mes adieux à l'aéroport il y a 5 ans. Il m'a serré fort, les yeux remplis de larmes, et m'a dit « Elena, tiens bon encore un peu, s'il te plaît. Ce ne sera que 5 ans, tout au plus. Dès que j'aurai fini mes études et que je serai de retour, je te donnerai le meilleur avenir possible où je t'emmènerai avec moi. Nous ne nous séparerons plus jamais. Plus jamais. J'ai tout sacrifié pour cette promesse. J'ai renoncé à l'opportunité de développer ma propre carrière et ma passion pour la création de parfums artisanaux. J'ai vendu tous les bijoux de ma dot, les bijoux que ma mère avait économisés toute sa vie pour me les donner, tout cela pour qu'il puisse couvrir ses dépenses initiales dans un pays étranger. Et je suis resté dans cette maison, endurant seul le traitement despotique de ma belle-mère. Pendant 5 ans, j'ai vécu comme une servante. Je me levais à l'aube pour préparer le petit déjeuner, nettoyer la maison, et la nuit, je dormais seul dans une chambre froide. Ses appels devenaient de plus en plus sporadiques, ses messages plus courts. Il disait qu'il était occupé par ses études et ses petits boulots. Et je l'ai cru, je l'ai compris. Je me consolais en pensant que c'était un effort pour notre avenir commun, mais tout n'était que mensonge. Pendant que je dépérissais, il découvrait un nouveau monde dans lequel une simple épouse de la campagne comme moi n'avait pas sa place. Il a oublié nos vœux et mes sacrifices. Il m'a jeté comme quelqu'un qui jette un vêtement démodé. Quand Doña Isabel m'a vu immobile, elle a repris son ton moqueur. « Qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire? Si tu ne veux pas d'ennui, signe maintenant. Et laisse-moi être clair, même si tu ne signes pas, Javier a un moyen d'obtenir le divorce. Ne nous fais pas perdre notre temps. » J'ai levé la tête et je l'ai regardé droit dans les yeux. Pour la première fois,
ce n'était pas avec le regard soumis d'une belle fille, mais avec celui d'une étrangère. Les larmes avaient déjà séché et à leur place il y avait un calme terrifiant. J'ai ramassé le stylo qui était sur la table. Mes doigts ne tremblaient plus. Allais-je m'effondrer face à une telle cruauté? Ou cela pourrait-il être le début d'une renaissance éblouissante? Et ce mari traître paierait-il pour le mal qu'il avait fait? Abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez, et rejoignez-moi pour découvrir la fin passionnante de cette histoire. Au bout d'une longue attente de 5 ans, tout ce que j'ai reçu du mari que j'ai envoyé étudier à l'étranger a été une poursuite en divorce et des paroles cruelles. Face aux insultes de ma belle-mère, avec la signature d'un homme que j'ai aimé plus que ma propre vie sous les yeux, je tenais le stylo à la main. Et à ce moment précis, cher public, ce même stylo a ramené devant moi tous les souvenirs d'il y a 5 ans, aussi vifs et douloureux que s'ils s'étaient produits hier. Il y a 5 ans, je tenais aussi ce stylo, mais ce n'était pas pour signer des papiers de divorce, c'était pour signer un prêt et remplir des demandes d'emploi. Il y a 5 ans, ce stylo n'était pas la fin, mais le début de l'espoir, le début de ce que je croyais naïvement être notre rêve partagé. À cette époque, Ravière et moi n'étions mariés que depuis 1 an. Bien qu'il y eût des tensions avec ma belle-mère, l'amour de Ravière rendait ma vie pleine de couleurs. C'était un architecte brillant et talentueux, plein d'ambition. Il me disait toujours qu'il ne voulait pas être un architecte de plus, il voulait apprendre les techniques les plus avancées au monde pour devenir le meilleur. Et enfin, l'opportunité est arrivée. Ravière a été admis dans un programme de master dans une université prestigieuse au Royaume-Uni avec une bourse partielle qui couvrait les frais de scolarité. Le jour où nous avons reçu la nouvelle, la famille a éclaté de joie. Donia Isabelle se vantait dans tout le quartier de son fils, un joyau destiné à réussir. Ravière m'a serré fort, les yeux brillants d'excitation. J'étais immensément heureuse pour lui. J'étais fière et je croyais que ce serait un tournant dans nos vies, mais la joie fut de courte durée. Après des recherches plus approfondies, nous avons découvert que, bien que les frais de scolarité soient couverts, les dépenses pour la vie, le loyer, l'assurance et les billets d'avion dans un pays aussi cher que le Royaume-Uni pendant 2 ans s'élevaient à une somme astronomique, proche de 60 000 €. Bien que la famille de Ravière vive confortablement, il était impossible de réunir autant d'argent d'un seul coup. Donia Isabelle a commencé à se plaindre, disant que son fils était très intelligent mais qu'il n'avait pas de chance. Elle a commencé à blâmer ma famille. Elle disait que moi, en tant qu'épouse, je n'apportais rien à mon mari, et que si j'étais la fille de gens riches, cela ne serait pas arrivé. Mes parents étaient des fonctionnaires retraités. Avec leur modeste pension, il était impensable qu'ils puissent aider. Voir Ravière de plus en plus abattu chaque jour me brisait le cœur. L'homme joyeux et vif était devenu taciturne et silencieux. Son rêve était à portée de main, et il ne pouvait pas le laisser être contrecarré par l'argent. J'ai pris une décision sans consulter personne. Cette nuit-là, j'ai ouvert une vieille boîte à bijoux en bois. À l'intérieur se trouvaient tous les bijoux que ma mère m'avait donnés avant de décéder après avoir économisé pendant toute une vie, un collier en or, des boucles d'oreilles en forme de fleurs d'oranger, un bracelet finement ciselé et plusieurs pièces en or. Ce n'était pas seulement une propriété, c'était l'amour et l'héritage de ma mère. J'ai pleuré parce qu'elle me manquait énormément et à cause de la décision que j'allais prendre. Le lendemain matin, j'ai discrètement tout emporté dans une bijouterie et je l'ai vendu. Même avec cet argent et les quelques économies que nous avions encore besoin de beaucoup plus. Je n'ai pas abandonné. J'ai commencé à travailler jusqu'à l'épuisement. Pendant la journée, je travaillais dans un petit laboratoire pharmaceutique. La nuit, au lieu de me reposer, je faisais des heures supplémentaires. En utilisant mes connaissances en botanique, je préparais des infusions relaxantes, des crèmes et des savons artisanaux en suivant des recettes familiales et je les vendais en ligne. Mes mains, habituées à la précision des instruments de laboratoire, se sont couvertes de cloques et de crevasses à force de couper des herbes et de mélanger des essences. Certains jours, je ne dormais que 3 ou 4 heures. J'avais des cernes profonds et mon corps était épuisé. Mais chaque fois que je pensais au sourire de Ravière et à notre avenir, je trouvais la force de continuer. Ma belle-mère, me voyant travailler comme une folle, loin de s'apitoyer sur mon sort, se moquait de moi. Elle disait que j'étais obsédé par l'argent et que je ternissais le bon nom de la famille, qu'avec de tels emplois vulgaires, les gens riraient de son fils. Je ne lui ai pas répondu un mot, j'ai juste continué à travailler en silence, économisant euro par euro. Enfin, après presque 3 mois, j'ai réussi à réunir tout l'argent.
Quand j'ai remis à Ravière la liasse de billets soigneusement emballés, il est resté figé. Réalisant l'énorme sacrifice que j'avais fait, il m'a serré dans ses bras et a pleuré comme un enfant. Elena, pardonne-moi. Je suis inutile. Je t'ai trop fait souffrir. Je te promets, je te le jure, je vais étudier et travailler très dur pour m'installer rapidement et venir te chercher. Attends-moi juste 1 an ou 2. Nous ne serons pas séparés longtemps. Quand ce moment viendra, je te le revaudrai. Je te donnerai tout ce que tu désires. J'ai cru aveuglément en sa promesse. Je lui ai tapoté le dos pour le réconforter, sentant que tout mon sacrifice en avait valu la peine. Le jour où je lui ai fait mes adieux à l'aéroport était un jour froid d'automne. L'air dans le terminal était chargé d'espoir et d'adieu. Ma belle-mère est également venue, mais elle est restée à distance avec une expression dédaigneuse. Devant le point de contrôle de sécurité, nous n'étions que tous les deux. Il m'a saisi la main fermement, les yeux rougis. Prends bien soin de toi à la maison et prends soin de maman. Ne travaille pas autant. Je t'enverrai de l'argent dès que je pourrai, d'accord? J'ai essayé de retenir mes larmes et j'ai souri. Prends soin de toi et étudie dur. Ne t'inquiète pas pour moi. Je t'attendrai. Il m'a serré avec une force qui m'a laissé sans souffle, comme s'il voulait graver mon image sur sa poitrine. Je t'aime, a-t-il murmuré à mon oreille, puis, sans se retourner, il a marché rapidement vers le point de contrôle de sécurité. Je suis resté là à regarder son dos disparaître derrière les portes vitrées jusqu'à ce que je ne puisse plus le voir. À ce moment-là, mon cœur était un mélange de l'amertume du départ et de la douceur de l'espoir. J'ai parié tout mon avenir, toute ma vie, sur lui, avec la ferme conviction qu'il tiendrait sa promesse. Mais ce n'était pas 1 an ou 2, c'était 5. 5 ans au cours desquels je suis resté dans cette maison, endurant tout toute seule. Et ce que j'ai reçu était une requête en divorce. La promesse de ce jour-là à l'aéroport résonnait maintenant à mes oreilles comme une moquerie cruelle. Non seulement j'avais sacrifié mes biens, mais j'avais donné ma jeunesse et ma foi à un traître. Le stylo dans ma main ne tremblait plus, il était devenu ferme et froid. L'encre noire et froide est descendue avec force et sans hésitation sur l'endroit désigné. Pour mettre fin à un passé erroné, pour me libérer, j'y ai écrit mon nom, Elena. La promesse faite ce jour-là à l'aéroport a planté dans mon cœur un espoir intense, une foi inébranlable et un avenir de joyeuses retrouvailles. Mais, cher public, je n'avais jamais imaginé qu'au moment où le dos de Ravière disparaîtrait derrière le point de contrôle de sécurité, les portes de l'enfer sur terre commenceraient à s'ouvrir lentement devant moi. Les premiers jours après le départ de Ravière ont été remplis d'une douce nostalgie. Il m'appelait tous les jours, parfois 2 ou 3 fois. Il me racontait sa nouvelle vie, l'université moderne et ses amis de différents pays. Il n'oubliait jamais de me rappeler de bien manger et de prendre soin de ma santé. Il disait que je lui manquais, qu'il aspirait à ma cuisine. Chaque fois que j'entendais sa voix à l'autre bout du fil, toute ma fatigue et mon épuisement disparaissaient. Je pouvais essayer à nouveau et attendre avec une force renouvelée. Mais cette paix n'a pas duré longtemps. Une fois son fils parti, Donia Isabelle n'avait plus besoin de faire semblant. Elle a complètement retiré son masque de gentillesse et a révélé sa vraie nature, despotique et cruelle. Et moi, seul et sans la protection de mon mari, je suis devenu la seule cible sur laquelle déverser toute sa frustration et son irritation. Dès le lendemain du départ de Ravière, elle m'a appelé dans le salon et m'a remis une longue liste de tâches ménagères. À partir de maintenant, puisque tu n'as rien à faire, tu t'occuperas de toute la maison. À 6 heures du matin, tu te lèves et tu prépares le petit déjeuner. À 8 heures, ménage. À 11 heures, tu prépares le repas. L'après-midi, tu laves, tu repasses et tu arroses les plantes. Et le soir, tu prépares le dîner et tu fais la vaisselle. Ne me fais pas me répéter. Elle lançait les ordres sans me donner la chance d'intervenir. J'étais figé. J'étais sa belle-fille, pas sa servante. Mais quand j'ai vu son regard, tranchant comme un couteau, j'ai su que je ne pouvais pas répliquer. Je ne pouvais que baisser la tête et dire « Oui, madame ». C'est ainsi qu'ont commencé mes journées infernales. Je travaillais sans relâche du matin jusque tard dans la nuit. Chaque repas devait suivre le menu qu'elle dictait. Ceci aujourd'hui, cela demain. Mais peu importe mes efforts, je ne pouvais jamais la satisfaire. La soupe était salée, le poisson sentait mauvais, les légumes étaient trop cuits. Parfois, il jetait l'assiette par terre et me criait de nettoyer et de préparer autre chose.
Donia Isabel ne manquait jamais une occasion de me critiquer et de m'humilier. Elle racontait aux voisins que j'étais une belle fille paresseuse et maladroite qui vivait au crochet de sa famille, que pendant que son fils s'échinait à étudier et à envoyer de l'argent, je passais la journée à la maison sans lever le petit doigt. Si je pouvais acheter un nouveau vêtement avec l'argent que j'ai gagné grâce à mes petits boulots, me disais-je. L'argent que mon fils gagne n'est pas fait pour qu'une personne comme toi s'achète ses guenilles. J'ai essayé de lui expliquer que l'argent était le mien, que Ravière n'avait pas encore envoyé un seul euro, mais elle ne voulait rien entendre. Ne mens pas. Où vas-tu trouver ton argent? Elle te l'envoie probablement en secret. Je vais l'appeler tout de suite pour lui demander comment il élève sa femme. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à remarquer le changement chez Ravière. Les appels quotidiens sont devenus tous les 2 ou 3 jours, puis une fois par semaine. Les conversations n'étaient plus aussi chaleureuses. Il ne me demandait plus si j'étais fatigué ou si je mangeais bien, au lieu de cela, il posait des questions superficielles et mécaniques. Quand je lui parlais du traitement injuste de sa mère, il ne me défendait plus. Il se contentait de dire « Allez, Elena, fais preuve d'un peu de patience avec maman. Elle est seule et s'ennuie. Je suis très stressé ici aussi. Ne m'accable pas davantage. » L'argent qu'il avait promis d'envoyer n'est jamais arrivé. Pendant les 6 premiers mois, il n'a pas envoyé un seul centime. Il disait qu'il avait beaucoup de dépenses pour s'installer, acheter du matériel et des livres. Je ne me suis pas plainte une seule fois. Je continuais mes petits boulots et j'économisais sou par sou, et je lui envoyais de l'argent. Je m'inquiétais qu'il n'en ait pas assez. Pourtant, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il ne vivait pas dans la pauvreté qu'il prétendait. À travers les photos qu'il publiait sur les réseaux sociaux, je voyais qu'il mangeait souvent dans des restaurants chers et sortait faire la fête avec des amis. Il portait des vêtements de marque. À partir de la 2e année, il a commencé à envoyer de l'argent, mais c'était une misère juste assez pour payer l'électricité, l'eau et les courses quotidiennes. Donia Isabel gardait tout, disant que c'était l'argent que son fils envoyait pour m'entretenir. La cruelle vérité est que pendant ces 5 années, j'ai vécu de l'argent que je gagnais à la sueur de mon front, mais je portais le stigmate d'être une femme entretenue. Ravière devenait de plus en plus distant. Parfois, quand je l'appelais, il ne répondait pas. Quand il me rappelait, il le faisait d'une voix irritée et impatiente, s'excusant en disant qu'il était en réunion ou en plein milieu d'examen. Les mots « je t'aime » ont complètement disparu. Il ne m'appelait plus « chérie » ou « mon amour ». Il prononçait simplement mon nom d'une manière sèche et froide. Mon intuition de femme me disait qu'il avait changé ou que peut-être il y avait quelqu'un d'autre, mais je n'osais pas y penser. Je n'avais pas le courage de faire face à cette vérité. Je continuais à m'accrocher à la vieille promesse, me mentant à moi-même, me disant que ce n'était que du stress. Pendant 5 ans, j'ai vécu dans cet enfer terrestre. Mon corps était épuisé, mon esprit torturé, et mon cœur devenait chaque jour plus froid face à l'indifférence et à la trahison de mon mari distant. J'ai perdu beaucoup de poids. De jeune femme pleine de vie, je suis devenue une silhouette pâle et émaciée. Le sourire a complètement disparu de mon visage. Parfois, quand je me regardais dans le miroir, je ne me reconnaissais pas. Je me demandais, mon sacrifice en valait-il la peine? Ai-je donné mon amour à la bonne personne? Et combien de temps pourrais-je endurer cette vie? Ces questions me taraudaient l'esprit chaque nuit jusqu'au jour fatidique où les papiers du divorce sont arrivés. Et cela m'a donné la réponse finale. Il était temps de mettre fin à cette tragédie. J'ai affronté ma belle-mère. La femme me regardait avec satisfaction, attendant que je signe. Elle pensait probablement que j'allais pleurer, supplier ou m'accrocher à elle, mais elle se trompait. 5 ans d'enfer m'avaient durci à un point terrifiant. Les larmes avaient séché depuis longtemps. Je ne ressentais plus de douleur, seulement un vide et une fatigue extrême. J'ai pris le stylo. L'encre noire et froide a glissé sur le papier, écrivant le nom sans hésitation, Elena Garcia. Une fois terminé, j'ai fait glisser le document vers elle. Elle était maintenant satisfaite. Ma voix, étrangement sereine, sembla surprendre Donia Isabel. Elle prit le papier et vérifia ma signature à plusieurs reprises, incrédule. Lorsqu'elle fut convaincue que j'avais réellement signé, un sourire satisfait s'étala sur son visage. Bien, c'est ce que j'aime entendre. Ainsi tu connais ta place. Considère que je ne t'ai pas si maltraité. Maintenant, plie tes bagages et sors de ma maison. Allez, hors de ma vue.
Donia Isabelle agita la main comme si elle chassait quelque chose de sale. Je m'en vais, répondis-je, mais d'abord je dois vous dire 2 ou 3 choses. Que as-tu d'autre à dire? Si c'est à propos de l'argent, ne pense pas que je te donnerai un centime. Tu as assez vécu gratuitement pendant 5 ans. Je souris amèrement, d'un sourire plein de sarcasme. Ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas un seul euro de cette maison. Je veux juste récupérer ce qui m'appartenait à l'origine. Sans attendre sa réponse, je me suis rendu silencieusement dans la pièce où se trouvait le petit hôtel familial. À côté du portrait de mon défunt beau-père, il y avait une petite boîte en bois finement sculptée. C'était la boîte qui contenait les bijoux que j'avais vendus pour financer les études de Ravière. Après les avoir vendus, je ne l'avais pas jetée. Je l'avais laissée là comme une excuse et un adieu à ma défunte mère. Silencieusement, j'ai ramassé la boîte et j'ai soufflé sur la fine couche de poussière qui la recouvrait. D'abord, j'ai dit d'une voix claire, ceci est un souvenir de ma mère. J'ai vendu tout ce qu'elle contenait à l'époque pour Monsieur Vargas. Maintenant que notre lien est rompu, je l'emporte avec moi comme si j'emportais l'esprit de ma mère avec moi. Donia Isabelle pinça les lèvres. Et pourquoi voudrais-tu une boîte vide? Elle ne fera que prendre de la place. Je ne dis rien et entrai dans la chambre, la pièce qui était autrefois notre nid d'amour. Je me suis approché de la coiffeuse et j'ai pris un petit cadre. Sur la photo, Ravière et moi sourions radieusement le jour de notre mariage. J'ai pris la photo, je l'ai pliée et je l'ai jetée à la poubelle. Puis j'ai sorti de mon portefeuille mon alliance, la bague que Ravière m'avait donnée avec ses promesses fermes. Je l'ai laissée juste à côté des papiers du divorce. Et deuxièmement, madame, je vous rends votre fils et cette bague. À partir de cet instant, je considère que toutes les dettes et faveurs entre cette famille et moi sont réglées. Après avoir dit cela, je me suis retourné avec une petite valise contenant quelques vieux vêtements et ma boîte à souvenirs. Donia Isabelle était stupéfaite par mon attitude. Elle s'attendait probablement à ce que je crie, que je donne des coups de pied et que je supplie. Elle n'avait jamais imaginé que je puisse partir avec un tel calme et une telle détermination. Dites une chose à Monsieur Vargas, l'Elena Garcia qu'il connaissait est morte aujourd'hui. Je prononçai froidement ces derniers mots avant de sortir par la porte d'entrée, sans la moindre trace de nostalgie. Je laissais derrière moi 5 ans d'enfer, un mari traître et une belle-mère malfaisante. La lumière du soleil de midi m'éblouit, et je dus plisser les yeux. Pour la première fois en 5 ans, j'avais l'impression de respirer l'air de la liberté, mais la liberté venait avec l'incertitude. Je ne savais vraiment pas où aller. Mes parents étaient morts dans un accident de voiture il y a 6 ans et la maison familiale était abandonnée depuis lors. C'était le seul endroit auquel je pouvais penser. J'ai pris un bus et, après un long voyage, je suis retourné dans la ville où j'avais grandi. Debout devant la vieille maison, j'ai ressenti une boule dans ma poitrine. Le portail en fer était rouillé, la serrure couverte de toiles d'araignée, les tuiles couvertes de mousse, et les murs blanchis à la chaux avaient jauni et s'étaient tachés par le passage du temps. Le petit jardin où ma mère faisait toujours pousser des fleurs était maintenant une mer de mauvaises herbes. Cet endroit, qui était autrefois un foyer chaleureux et rempli de rire, n'était plus qu'un tas de ruines silencieux. Avec effort, j'ai ouvert la porte coincée. Une odeur de moisi et d'humidité me frappa au visage. Tous les meubles à l'intérieur étaient recouverts d'une épaisse couche de poussière. J'ai lâché ma valise et je me suis effondré sur le sol froid. Les 4 murs silencieux semblaient m'observer. La solitude et la tristesse que j'avais refoulées depuis le matin éclatèrent enfin. J'ai baissé la tête et j'ai commencé à sangloter. J'ai pleuré pour ma mère, pour mon père, pour mes 5 années de jeunesse bafouée, et pour moi-même, abandonné et seul au monde. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Au coucher du soleil, quand le ciel est devenu violet, je me suis levé lentement. J'ai regardé à nouveau la maison. Bien qu'elle soit en ruine, c'était le seul endroit où mes bons souvenirs subsistaient, le seul endroit auquel j'appartenais. Je ne m'effondrerai pas. J'ai promis à mes parents que je vivrais bien, que je vivrais très bien. Le départ d'aujourd'hui n'est pas une fin, c'est un commencement. Moi, Elena Garcia, ici même, sur les cendres du passé, je vais recommencer ma vie à partir de rien. Des cendres du passé, après que toutes les larmes de douleur et de perte eurent séché, je savais que je devais me relever. Je ne pouvais pas décevoir mes parents au ciel. Et un jour, en rangeant cette maison pleine de souvenirs, je suis tombé sur un trésor oublié, un héritage qui allait éclairer un nouveau chemin, un nouvel avenir pour ma vie sombre.
Pendant les premiers jours, ma seule tâche fut le nettoyage. La maison avait été abandonnée depuis trop longtemps et tout était recouvert de l'épaisse poussière du temps. J'ai commencé par le salon. Chaque table, chaque chaise que je nettoyais, chaque objet que je touchais évoquait un flot de souvenirs. C'était le fauteuil à bascule où mon père lisait le journal chaque matin. C'était le service à thé préféré de ma mère. Je travaillais seul, pleurant et souriant en même temps. Ranger la maison, c'était comme ranger mon esprit à un processus de confrontation avec le passé afin d'aller de l'avant. La tâche la plus difficile fut de nettoyer le vieux grenier où mon père gardait le bric-à-brac. C'était humide, sombre et plein de toiles d'araignées. En rangeant une pile de vieux journaux, j'ai trébuché et j'ai accidentellement renversé un petit coffret en bois qui se trouvait dans le coin le plus reculé. Il n'était pas verrouillé, et quand le couvercle s'est ouvert, son contenu s'est répandu sur le sol. Ce n'étaient pas de vieux vêtements ou des babioles, c'étaient des dizaines de carnets reliés en cuir fané. Le papier à l'intérieur avait jauni avec l'âge. Par curiosité, j'en ai pris un. J'ai reconnu l'écriture instantanément, bien qu'elle soit un peu floue. Elle appartenait à mon grand-père, le grand-père que je ne connaissais que par les histoires de mon père et les photos en noir et blanc. Mon grand-père était autrefois un parfumeur célèbre dans cette région d'Andalousie. On disait qu'il avait un odorat privilégié et des mains capables de créer des fragrances qui captivaient les gens. Mon père m'a raconté que certaines des créations de mon grand-père, ses parfums, ses essences et ses savons étaient même offertes en cadeau à la haute société de l'époque. Mais avec le changement des temps, l'artisanat a décliné et mon grand-père est mort sans héritier pour son article. Mon père n'avait ni le talent ni la patience, alors il a choisi d'être charpentier. J'ai tourné les pages du carnet une à une. Elles étaient remplies de notes méticuleuses, de formules, de proportions et de dessins de toutes sortes d'herbes et de fleurs. Mon grand-père avait consigné en détail tout, de la manière de sélectionner le meilleur bois de santal à la façon de distiller les huiles essentielles de fleurs telles que le jasmin, la fleur d'oranger ou la tubéreuse. Il y avait aussi des secrets pour créer des couches complexes d'arômes parfois frais et subtils, d'autres fois intenses et séduisants. En lisant ces écrits, j'avais l'impression d'être transporté dans un autre monde, le monde des arômes, de la délicatesse et de la passion ardente. Je suis restée assise dans ce grenier, oublieuse du passage du temps, dévorant carnet après carnet. Et alors que je lisais les descriptions des fragrances, quelque chose de miraculeux se produisit. C'était comme si mon odorat s'éveillait. Mon talent latent pour les arômes, hérité de mon grand-père mais enfoui sous les épreuves de la vie et l'oppression de ma belle famille, ressurgissait avec force. Je me suis souvenu qu'enfant, j'adorais jouer dans le jardin de ma grand-mère. Les yeux fermés, je pouvais distinguer l'odeur de la menthe, du romarin, ou même des feuilles les plus rares. Mon père disait que je tenais de mon grand-père, qui avait un nez très fin, mais en grandissant j'ai étudié la pharmacie, une carrière qui exigeait précision et logique et ce talent artistique fut oublié. Maintenant, avec les carnets de mon grand-père entre les mains, je comprenais que c'était là ma véritable essence, mon authentique passion. À l'intérieur du coffret, il n'y avait pas seulement des carnets, au fond se trouvait une petite boîte en bois de cèdre. En l'ouvrant, une fragrance douce et claire remplit le grenier. L'odeur du souvenir était la même que celle qui émanait de l'éventail que ma grand-mère utilisait toujours, celle qui imprégnait les vêtements de ma mère quand elle quittait l'oratoire. L'odeur d'une famille en paix. À l'intérieur de la boîte, il n'y avait qu'un petit morceau d'ambre gris et un petit flacon en verre avec un liquide épais de couleur ambre. Je savais que c'était la dernière création de mon grand-père, la quintessence de toute une vie. À partir de ce jour, ma vie a eu un but. J'ai cessé de ruminer la douleur du passé. J'ai consacré tout mon temps à étudier les carnets de mon grand-père. La vieille maison désolée de mes parents est devenue mon petit laboratoire. Avec le peu d'argent qu'il me restait, j'ai acheté une installation de distillation simple et les herbes et fleurs mentionnées dans les livres. J'ai commencé à expérimenter avec les formules les plus simples. Ce n'était pas facile du tout. J'ai échoué d'innombrables fois. Parfois, je gâchais une distillation entière d'une huile essentielle précieuse. D'autres fois, l'arôme résultant ne ressemblait en rien à la description de mon grand-père. Mais je ne me suis pas découragé. Chaque fois que j'échouais, je le notais méticuleusement. Je cherchais la cause et je recommençais tout depuis le début. C'était comme si la figure de mon grand-père, que je n'avais jamais rencontré, était un professeur invisible qui m'insufflait force et patience. Je sentais qu'à travers ses écrits, j'avais un dialogue avec lui, recevant ses enseignements et ses conseils. Et après presque une demi-année de dévouement absolu, j'ai fini par y arriver.
J'ai réussi à recréer l'une des formules les plus simples de mon grand-père, une eau de Cologne aux herbes. Le jour où la première goutte de parfum fut distillée avec succès, dégageant une odeur pure de lavande et de bois de santal, j'ai éclaté en sanglots. C'étaient des larmes de bonheur et de fierté. Non seulement j'avais recréé une formule, mais j'avais retrouvé l'âme de ma famille et, plus important encore, je m'étais redécouverte moi-même. Je sais que ce n'est que le début. Le chemin à parcourir sera long et difficile, mais je n'ai plus peur. Dans mes mains, je tiens un héritage précieux, une passion ardente et une volonté inébranlable. L'odeur du souvenir n'a pas seulement guéri les blessures de mon cœur, elle a ouvert une nouvelle porte, une porte vers un avenir où j'écrirai moi-même l'histoire de ma vie. Je reconstruirai l'héritage de mon grand-père et j'apporterai ces merveilleuses fragrances au monde entier. Ce sera la meilleure façon d'honorer mes grands-parents et mes parents, et aussi de prouver ma propre valeur. L'odeur du souvenir a non seulement guéri les blessures de mon cœur, mais a également allumé la flamme de la passion en moi et m'a montré un nouveau chemin à suivre. Mais, cher public, c'est une chose d'avoir un trésor de connaissances entre ses mains et c'en est une autre, bien plus ardue, de le transformer en moyen de subsistance pour recommencer. Après presque une demi-année de confinement dans la vieille maison, j'ai réussi à recréer avec succès plusieurs formules simples de parfum. La maison ne sentait plus le moisi mais était toujours imprégnée d'une fragrance subtile et agréable. Mais la dure réalité m'a ramené sur terre. Mon argent s'épuisait. Les petites économies qu'il me restait après avoir quitté ma belle famille étaient passées dans des repas frugaux et du matériel pour mes expériences. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus rester enfermé chez moi, vivant au milieu d'arômes oniriques. Je devais gagner de l'argent, je devais subvenir à mes besoins. Mais que pouvais-je faire? Sans un euro, sans capital, sans contact, ouvrir une boutique ou un atelier était impensable. Alors, une idée m'est venue à l'esprit. J'ai décidé de commencer de la manière la plus humble et la plus accessible, tout comme mon grand-père l'avait fait en son temps, avec un petit stand dans la rue. J'ai décidé de ne pas créer de produits de parfumerie coûteux et inaccessibles. Au lieu de cela, je me suis concentré sur de petits et beaux produits proches de la vie quotidienne, des sachets de soie avec des fleurs séchées et des herbes aromatiques, de petites planchettes de cèdre pour les placards, et des flacons à billes d'huile essentielle, faciles à transporter. En utilisant quelques vieilles planches de bois de l'atelier de mon père, j'ai construit moi-même un petit stand pliant. Avec le dernier morceau de soie blanche qui appartenait à ma mère, j'ai recouvert le stand pour lui donner une touche pure et élégante. Sur une petite tablette en bois, j'ai soigneusement écrit le nom de ma marque, Calme. Je voulais que ce nom dise tout, le calme de l'âme, la subtilité de la fragrance, et le silence d'une personne qui a surmonté de nombreuses tempêtes. L'endroit que j'ai choisi était un petit coin d'un marché de quartier animé, un lieu bruyant et vibrant, plein de gens qui achètent et vendent. J'ai choisi un coin retiré à l'ombre d'un grand arbre où les gens n'avaient pas l'habitude de prêter attention. Je ne voulais pas attirer les regards, je voulais juste vendre mes produits tranquillement. Le premier jour, j'ai installé le stand dès la première heure du matin. Tout autour de moi, c'était un vacarme de vendeurs de légumes, de poissons et de viande, marchandant bruyamment. Mon poste, en revanche, restait dans un silence étrange et solitaire. Les passants regardaient avec curiosité mes petits sachets et flacons d'huile mais continuaient leur chemin. Ils pensaient probablement, qui va s'arrêter et apprécier une fragrance délicate dans ce marché bruyant qui sent le poisson et les légumes. La femme qui vendait des légumes à côté de moi fit claquer sa langue et dit, « Ma petite, ces choses de luxe ne se vendent pas ici. Qui va les acheter? Tu dois aller dans les grands magasins du centre-ville, là où vont les gens qui ont de l'argent. » Je me suis contenté de sourire et de la remercier, mais je ne me suis pas découragé. Je croyais qu'une fragrance authentique a une force en elle-même, qu'elle trouverait des âmes sœurs. Je me suis assise tranquillement, sans appeler les clients ni insister. J'ai simplement allumé un petit bâton d'encens, laissant la fine fumée blanche répandre un arôme doux dans l'air. Je n'ai rien vendu le premier jour, ni le deuxième, ni le troisième. L'argent dans ma poche diminuait chaque jour. Il y avait des moments où je voulais abandonner, mais le souvenir de mon grand-père, de mes parents et la promesse que je m'étais faite m'ont donné la force de continuer. Avec persévérance, j'ai installé le stand chaque jour et enfin, le miracle a commencé à se produire. Certaines personnes, fatiguées par l'agitation du marché, venaient se reposer sous l'ombre de mon arbre. Assises, elles étaient attirées par la fumée de l'encens et son parfum subtil. Elles commençaient à poser des questions avec curiosité. J'expliquais calmement les propriétés de chaque herbe et l'histoire derrière chaque produit.
Certaines personnes achetaient un petit sachet pour essayer. Le lendemain, elles revenaient pour me dire qu'elles l'avaient accroché au-dessus de la tête de lit et qu'elles avaient mieux dormi. Elles en achetaient d'autres pour les offrir à leurs proches. C'est ainsi que le bouche-à-oreille a commencé à fonctionner. Mon stand a commencé à avoir calmement ses premiers clients réguliers. Un après-midi, le client qui allait changer ma vie est apparu. Ce jour-là, le marché était aussi bruyant que d'habitude à la veille du week-end. Alors que je relisais les carnets de mon grand-père, une silhouette grande et élégamment vêtue s'est soudainement arrêtée devant mon stand. C'était un homme d'environ 60 ans. Il portait un costume impeccable. Ses cheveux étaient gris, mais son allure était distinguée et pleine de vitalité. Derrière lui, un jeune assistant portait une mallette. Son apparition dans un marché aussi populaire attirait pas mal de regards curieux. L'homme ne regardait pas les produits exposés, il se tenait simplement les yeux fermés, inhalant profondément comme s'il essayait de saisir quelque chose. Puis, il a ouvert les yeux et m'a regardé directement. Son regard était plein de surprise et d'examen. « Cet arôme » a-t-il dit. Sa voix était grave et puissante. « C'est de l'encens. Mais comment se fait-il que je perçoive la fraîcheur de la fleur d'oranger et la chaleur du bois de santal en même temps? Mademoiselle, comment avez-vous réalisé cette combinaison? » J'étais figé. Il était la première personne qui ne demandait pas le prix, mais la composition de la senteur. J'ai su immédiatement qu'il n'était pas n'importe quel client. Je me suis levé et je lui ai fait une révérence respectueuse. « Monsieur, c'est une recette de famille que mon grand-père m'a laissée. Il enseignait que bien que l'encens soit noble, son énergie est trop intense. Il doit donc être harmonisé avec la fraîcheur de la fleur d'azar et guidé par la chaleur du bois de santal. Ce n'est qu'ainsi que le parfum devient profond et durable. » En entendant mes paroles, les yeux de l'homme d'affaires ont brillé encore plus fort. Il a ramassé un morceau de bois aromatique sur le stand et l'a approché de son nez. Exact. Voici l'âme de la vieille Andalousie. Cela fait si longtemps que je n'ai pas senti une fragrance aussi authentique. Les parfums coûteux d'aujourd'hui venant de France ou d'Italie, aussi bons soient-ils, ne sont qu'une façade, ils n'ont pas d'âme. Mais le vôtre, mademoiselle, a une histoire, il a une profondeur culturelle. Il m'a regardé, vêtu de manière humble et simple, mais avec une confiance et une passion intense dans les yeux. Votre talent, a-t-il dit respectueusement, ne devrait pas être enterré dans un coin bruyant de ce marché. Il a sorti de sa poche une carte de visite en papier de haute qualité et me l'a tendue. Je suis Ricardo de la Torre, président du groupe Torre Impérial. Je suis très intéressé par vos produits. Appelez-moi quand vous serez prête. Je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Après avoir dit cela, il a incliné la tête et est parti avec son assistant. Je suis resté là, stupéfaite, avec la carte de visite encore chaude dans ma main. J'ai regardé la carte, puis j'ai suivi du regard le dos de ce client providentiel. Une émotion intense est montée en moi. Je savais que la porte du destin venait de s'ouvrir toute grande devant mes yeux. La carte qu'il m'avait donnée ce jour-là n'était pas seulement une promesse, c'était la clé d'or qui allait ouvrir une porte complètement nouvelle dans ma vie, la clé qui allait me faire passer de vendeuse de rue au monde vaste et stimulant des affaires. Après cette rencontre inattendue, j'ai passé plusieurs nuits blanches à en débattre. D'un côté, je ressentais de la peur et de l'insécurité. Comment moi, simple vendeuse de marché, pouvais-je oser rêver de collaborer avec le président d'une grande corporation? Son monde et le mien étaient à des années-lumière, mais le souvenir des vieux carnets de mon grand-père et le rêve de reconstruire l'héritage familial ont refait surface avec force. Je savais que c'était une opportunité unique. Si je la laissais passer, ma marque Calma pourrait rester à jamais comme un petit stand à l'ombre d'un arbre. J'ai pris une décision. Je devais saisir cette opportunité. J'ai rassemblé tout mon courage et j'ai composé le numéro de téléphone sur la carte. À l'autre bout du fil, j'ai entendu la voix grave et puissante de don Ricardo de la Torre. Quand je me suis présenté comme la jeune femme qui vend des parfums au marché, il m'a reconnu instantanément. Il n'a montré ni hâte ni distance, au contraire, il a été très aimable et m'a invité à son bureau le lendemain. Pour la première fois de ma vie, j'ai mis le pied dans l'imposant gratte-ciel qui abrite le groupe Torre Impérial. Tout était accablant, le hall en marbre poli, les employés en uniformes élégants se dépêchant ici et là. Dans mes vêtements simples, je me sentais déplacé, mais toute ma peur s'est évanouie quand je l'ai retrouvé dans son bureau spacieux. Il m'a reçu non pas comme un président, mais comme un mentor, un ami qui ignore les différences d'âge et de statut.
Il n'a pas commencé par parler d'investissement. Au lieu de cela, il a passé toute la matinée à écouter mon histoire. Je lui ai tout raconté sur mon passé, l'héritage de mon grand-père et les difficultés que je traversais. Don Ricardo écoutait avec une grande attention, et dans ses yeux, j'ai vu une expression claire d'empathie et d'admiration. « Mademoiselle, a-t-il dit, vous possédez quelque chose de plus précieux que l'or. Vous avez une histoire, un héritage et une volonté extraordinaire, mais le talent et la passion ne suffisent pas. Pour survivre dans ce monde des affaires, vous avez besoin de connaissances et d'une stratégie systématique. » Et alors, il m'a fait une proposition à laquelle je ne me serais jamais attendu. Il n'allait pas seulement investir de l'argent, mais il allait investir son temps et sa passion pour me guider personnellement. « Je serai votre premier professeur sur ce chemin entrepreneurial, » a-t-il dit. « Je vous enseignerai tout ce que je sais, de la gestion financière et la création de marques à l'art de la négociation. En retour, vous n'avez qu'à me promettre une chose, que vous ne perdrez jamais l'essence et l'âme que vous mettez dans chacun de vos produits. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'avais trouvé un bienfaiteur, un grand professeur prêt à m'aider inconditionnellement. J'ai incliné la tête et je l'ai accepté comme mentor. C'est ainsi qu'a commencé un nouveau voyage d'apprentissage. Je ne m'asseyais plus dans le coin du marché. Don Ricardo a investi dans un petit atelier pour moi, équipé d'un matériel de distillation moderne. Il a également envoyé les meilleurs experts du groupe pour m'aider, mais il ne me laissait pas me concentrer uniquement sur la production. Il m'a forcé à étudier. Chaque jour, après avoir travaillé à l'atelier, j'allais à son bureau. Il m'a appris à lire des rapports financiers et à analyser le marché. Il m'a donné des dizaines de livres sur le marketing et la création de marques et m'a fait les lire tous pour lui expliquer ce que j'avais compris. Il m'a également emmené à des réunions importantes avec des partenaires pour que je puisse apprendre à négocier et à conclure des affaires. C'était une période très difficile. La simple quantité de nouvelles connaissances m'accablait parfois, mais je n'ai jamais abandonné. Je savais que c'étaient des leçons précieuses qu'aucune université ne pourrait m'enseigner. Sous la direction de Don Ricardo, j'ai été transformé. De jeune femme qui ne connaissait que les arômes et les herbes, j'ai commencé à acquérir la mentalité d'une femme d'affaires. J'ai appris à regarder sur le long terme et à développer un plan d'affaires systématique. Je ne pensais plus seulement à fabriquer un bon produit, mais à la façon de le faire parvenir au bon client, à comment faire en sorte que l'histoire derrière la marque Calma touche le cœur de chacun. Don Ricardo n'était pas seulement un professeur, mais aussi une figure paternelle. Il se souciait de ma vie et comblait le vide d'affection familiale que je ressentais. Il m'a parlé de son fils unique, Alejandro, qui étudiait à l'étranger et reviendrait bientôt pour reprendre l'entreprise familiale. Il disait que je lui rappelais beaucoup sa défunte épouse. Elle était aussi une femme d'apparence douce, mais incroyablement forte et déterminée. Notre relation devenait plus étroite de jour en jour. Ce n'était plus une relation entre investisseur et entrepreneur, mais une véritable affection familiale. Sous sa protection, j'ai retrouvé la foi en la vie et en les gens. Je savais que je n'étais plus seul dans ce voyage. Et maintenant, la graine que j'avais plantée depuis si longtemps, le nom Calma, allait enfin germer à la lumière. Après presque 2 ans d'apprentissage constant, Don Ricardo m'a dit que, si précieuses que soient les connaissances des livres et l'expérience des autres, elles ne restaient que de la théorie. Le moment était venu pour moi d'entrer dans l'arène et de faire face aux vagues rudes du monde des affaires. Le maître t'a donné la canne à pêche et t'a appris à pêcher. Maintenant, tu dois aller à la mer toi-même et attraper ton propre poisson. Avec ses encouragements et son soutien, j'ai pris la décision audacieuse de fonder Aroma Calma SL. Le nom Calma, que j'avais conçu assise dans le coin du marché, acquérait désormais une personnalité juridique, marquant un début formel et professionnel. Mon entreprise a commencé comme une micro-entreprise. Le bureau était la maison rénovée de mes parents, et l'atelier faisait à peine quelques dizaines de mètres carrés. À part moi, je n'avais que 3 employés et des jeunes femmes du village que j'avais embauchées pour aider aux tâches simples, mais petits ne signifiait pas faible. Avec les connaissances acquises, j'ai tracé un chemin clair pour Calma. Elle ne rivaliserait pas avec les marques industrielles en production de masse et prix bas. J'ai choisi ma propre voie, un marché de niche de produits d'aromathérapie haut de gamme avec une touche culturelle espagnole, une histoire, et des produits issus de la nature. Le premier produit que j'ai décidé de lancer sur le marché n'était pas un parfum, mais une ligne de produits d'aromathérapie pour les hôtels et spas de luxe. Je m'étais rendu compte que ces établissements avaient une forte demande pour créer des espaces relaxants, luxueux et uniques pour leurs clients. Cependant,
la plupart des produits qu'ils utilisaient étaient importés. Ils sentaient bon, mais ils étaient trop ordinaires, manquant de personnalité. C'est là que résidait l'opportunité pour Calma. J'ai passé des mois à rechercher et à développer cette ligne de produits. Je ne me suis pas appuyé uniquement sur les formules de mon grand-père. J'ai combiné mes connaissances en pharmacie pour créer des arômes qui non seulement sentaient bon, mais avaient de réels effets thérapeutiques, soulager le stress, favoriser le sommeil et purifier l'air. J'ai voyagé dans des vallées reculées pour trouver les matières premières les plus pures et les plus propres. Chaque goutte d'huile essentielle Calma et chaque morceau de bois aromatique était le résultat d'un soin méticuleux, d'une passion et de l'histoire culturelle qu'il y avait derrière. Une fois les produits prêts, le plus grand défi était de savoir comment les faire parvenir aux clients. Les hôtels 5 étoiles et les complexes de luxe avaient des normes très strictes et ne faisaient généralement confiance qu'à des marques internationales de renom. Une nouvelle marque comme Calma n'avait pratiquement aucune chance de s'en approcher. J'ai envoyé des dizaines de mails à leur département d'achat et passé des centaines d'appels, mais je n'ai obtenu que le silence ou un refus poli. Sans me décourager, je me suis souvenu des enseignements de Don Ricardo, si tu ne peux pas entrer par la porte d'entrée, trouve un autre moyen. J'ai décidé de les approcher non pas comme une vendeuse, mais comme une experte. J'ai préparé une présentation très détaillée sur l'art de créer des espaces par l'odeur et l'importance que cela a pour améliorer l'expérience client de luxe. J'ai envoyé cette présentation aux PDG et directeurs marketing des hôtels les plus importants, non pas pour leur vendre un produit, mais pour partager des connaissances. Et cette stratégie a fonctionné. Le professionnalisme et la profondeur de mon écrit ont attiré leur attention. Plusieurs personnes ont montré de l'intérêt et ont proposé une réunion pour en discuter davantage. C'était l'opportunité que j'attendais. Lors de ces réunions, je n'apportais pas d'échantillons de produits, j'apportais seulement mon histoire. Je leur parlais de l'héritage de mon grand-père, de la philosophie de Calma et de la façon dont une senteur peut évoquer des souvenirs, éveiller des émotions et laisser une impression inoubliable dans l'esprit de leurs clients. J'ai touché une corde sensible et j'ai finalement décroché mon premier contrat, un contrat exclusif pour fournir toute la gamme de produits d'aromathérapie à un célèbre complexe 6 étoiles à Marbella. À partir de ce succès initial, la réputation de Calma a commencé à se répandre dans le secteur des services de luxe. D'autres hôtels et spas ont commencé à me contacter de leur propre initiative. Ils ne voulaient pas seulement acheter des produits, ils voulaient que je les conseille et que je conçoive une fragrance exclusive qui représente leur identité de marque. Mon entreprise a commencé à croître à un rythme vertigineux. D'un petit atelier, nous sommes passés à une usine moderne répondant aux normes internationales. Le nombre d'employés augmentait de jour en jour, et la marque Calma n'était plus inconnue. Elle est devenue un symbole de luxe, de subtilité et de classe. Les médias ont commencé à écrire sur moi. Ils m'appelaient la reine des arômes, la personne qui avait ravivé et élevé toute une industrie artisanale traditionnelle. Je n'étais plus Elena Garcia du Rincón del Mercado, j'étais une femme d'affaires prospère, une femme qui s'était élevée par ses propres efforts. Mais au fond de mon cœur, j'étais toujours reconnaissante pour ces moments difficiles. Je conserve toujours avec tendresse ce bureau pliant en bois et l'enseigne Calmar dans un coin de mon bureau. C'est un rappel que, quelle que soit la hauteur de mon vol, je ne dois jamais oublier d'où je viens. Mon succès n'était pas dû uniquement au talent ou à la chance, c'était le résultat du sacrifice de mes ancêtres, guidé par mes bienfaiteurs et par ma propre volonté de ne jamais me rendre au destin. Et je sais que le voyage de Calma et le voyage de ma vie ont encore un long chemin à parcourir. D'une femme abandonnée n'ayant rien, j'étais devenue une femme d'affaires prospère, indépendante et forte. J'avais retrouvé mon courage et ma confiance. Mais, cher public, aussi prospère qu'une entreprise puisse être, au fond du cœur d'une femme, il y a toujours un espace vide, une envie d'une épaule sur laquelle s'appuyer, d'un amour véritable. Après mon premier mariage amer, je pensais que la porte de l'amour s'était fermée pour moi à jamais. Mais un jour, le destin m'a apporté une autre rencontre, une rencontre qui allait changer ma vie complètement une fois de plus. Près de 3 ans s'étaient écoulés depuis la naissance de Calma. Mon entreprise grandissait chaque jour et j'étais devenu une figure connue dans mon secteur, fréquemment invité à des événements et séminaires majeurs. Au début, j'avais des doutes, mais j'ai réalisé que c'était une bonne occasion d'apprendre et d'élargir mon réseau. Mon mentor et père adoptif, Don Ricardo, m'encourageait toujours à sortir de ma zone de confort et à communiquer avec confiance avec le monde extérieur. La rencontre fatidique a eu lieu lors d'un de ces événements. C'était un dîner de charité annuel qui réunissait des centaines de gens d'affaires parmi les plus prospères de la ville. J'y assistais en tant que sponsor.
Ce soir-là, je portais une robe en soie vert jade, un design simple mais exquis. Mes cheveux étaient coiffés en un chignon élégant. Je ne portais pratiquement aucun maquillage, juste quelques gouttes de la fragrance signature de Calma, un mélange pur de tubéreuse et de bois de santal. J'étais seul dans un coin de la salle, observant calmement les gens. Je n'avais pas l'habitude de me mêler au groupe bruyant. Soudain, une voix profonde et raffinée a résonné à côté de moi. « Excusez-moi. Êtes-vous Elena Garcia, la fondatrice de la marque Calma ?» Je me suis retourné et j'ai vu un homme très séduisant debout à côté de moi. Il était grand, avec un costume parfaitement taillé, un visage aux traits marquants et, surtout, des yeux profonds, intelligents et chaleureux. J'ai été un peu surprise, mais j'ai hoché la tête et souri. « Oui, c'est moi. Ravi de vous rencontrer. » L'homme a souri largement, et son sourire semblait éclairer l'espace autour de lui. « Je suis Alejandro de la Torre. Je reviens tout juste de l'étranger. La vérité est que j'entends parler de vous et de la marque Calma depuis longtemps. Je suis profondément impressionné par votre philosophie d'entreprise et la profondeur de vos produits. » Alejandro de la Torre. Ce nom me semblait très familier. Soudain, je me suis souvenu. N'était-ce pas le nom du fils unique dont Don Ricardo me parlait toujours? Le fils en qui il avait placé tous ses espoirs, celui qui hériterait de tout l'empire du groupe Torre impérial. « Êtes-vous le fils de Don Ricardo de la Torre ?» ai-je demandé sans réfléchir. C'était maintenant au tour d'Alejandro d'être surpris. « Comment connaissez-vous mon père ?» a-t-il souri. « Don Ricardo n'est pas seulement mon investisseur, il est mon mentor et mon bienfaiteur. Il m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé. » En entendant cela, le regard d'Alejandro est soudain devenu plus proche et plus chaleureux. « Alors nous étions de la famille sans le savoir ?» a-t-il ri. Mon père m'a parlé d'une jeune femme avec une volonté extraordinaire et un talent spécial, mais il ne m'a pas dit qu'elle était si jeune et si belle. Ces compliments m'ont fait rougir légèrement. Ce soir-là, nous avons discuté longtemps. Alejandro était différent des autres hommes d'affaires que j'avais rencontrés. Il ne parlait pas de chiffres ou de transactions à plusieurs millions de dollars. Il parlait d'art, de culture et de ses expériences de voyage à travers le monde. Il m'a parlé des musées qu'il avait visités, et des arômes uniques de chaque région qu'il avait parcourue. Il avait des connaissances profondes et une âme très sensible. Il disait comprendre pourquoi son père avait décidé d'investir dans Calma. « Parce que vos produits ne sont pas de simples marchandises, disait-il. Ils sont une œuvre d'art. Ils contiennent l'âme d'une culture. » La conversation avec Alejandro m'a procuré un sentiment très spécial, un sentiment d'affinité que je n'avais jamais trouvé chez personne, y compris mon ex-mari. Pour la première fois, quelqu'un comprenait vraiment la valeur essentielle, l'âme que j'essayais d'insuffler dans mes produits. En rentrant chez moi ce soir-là, mon cœur se sentait étrangement agité. Dans les jours qui ont suivi, Alejandro a commencé à me contacter activement. Il ne m'invitait pas dans des restaurants chics, mais dans des cafés-librairies tranquilles, des salons de thé traditionnels ou des expositions d'art. Il disait qu'il voulait rencontrer la vraie Elena Garcia, pas seulement la femme d'affaires. Plus nous nous voyions, plus je découvrais en lui des qualités précieuses. Il était intelligent et décisif en affaires, mais dans la vie quotidienne, il était extrêmement chaleureux et sincère. Il savait écouter et respecter mon passé. Quand je lui ai parlé de mon douloureux premier mariage, il ne m'a pas jugé du tout. Il m'a simplement pris la main et m'a dit, « Tu as dû beaucoup souffrir. À partir de maintenant, laisse-moi te protéger. » Et j'ai ouvert mon cœur à nouveau. J'ai réalisé que, aussi triste que soit mon passé, il ne pouvait pas définir qui j'étais dans le présent. Je méritais d'être heureuse. Je méritais un amour complet. Notre amour est venu naturellement et doucement, comme le parfum de Calma. Avec lui, j'ai retrouvé la sérénité et le sentiment d'être moi-même, d'être respectée et comprise. Don Ricardo était très heureux d'apprendre notre histoire. Il me considérait depuis longtemps comme sa fille et disait que rien ne le rendait plus heureux que de voir les deux personnes qu'il aimait le plus ensemble. Un an plus tard, par un après-midi romantique à la plage, Alejandro s'est agenouillé et m'a demandé de l'épouser. La bague qu'il tenait dans sa main n'était pas un diamant coûteux, mais une bague en bois de santal qu'il avait conçue lui-même avec une petite perle sertie au centre. Le bois de santal symbolise ta force et ta résilience, a-t-il dit. Et la perle, ce sont les larmes que tu as versées, mais qui sont maintenant devenues un bijou. Laisse-moi protéger ce bijou précieux avec toi, Elena. Avec des larmes de bonheur, j'ai hoché la tête.
Cette fois, ce n'était ni un sacrifice ni une attente. C'était un choix qui venait de mon cœur. J'avais trouvé le port calme de ma vie. J'allais bientôt devenir l'épouse du président du groupe Thor Impérial. Un nouveau statut, une nouvelle vie. Et je n'aurais jamais imaginé que cela m'amènerait à affronter les fantômes du passé. Et ainsi, cher public, après de nombreuses années de tempête, le bonheur m'a enfin souri pour de vrai. La demande en mariage d'Alejandro ce soir-là sur la plage, avec cette bague en bois de santal pleine de sens, a été l'un des plus beaux moments de ma vie. J'ai acquiescé, non pas avec l'élan de la jeunesse, mais avec la maturité et l'émotion d'une femme qui a surmonté de nombreuses blessures. Je savais que c'était l'homme en qui je pouvais avoir confiance et sur qui je pouvais compter. Il m'aimait non pas pour mon apparence ou mon statut, mais pour mon âme, pour mon essence, et même pour les cicatrices de mon passé. Quand nous avons annoncé la nouvelle à Don Ricardo, il n'a pas pu cacher sa joie. Il nous a embrassés tous les deux les yeux larmoyants. « Bien, très bien », a-t-il dit. En voyant son sourire satisfait, j'ai ressenti une chaleur infinie dans mon cœur. Après la mort de mes parents, pour la première fois, j'ai ressenti ce qu'était une famille complète. Don Ricardo n'était pas seulement un mentor, il était devenu un véritable père pour moi, comblant tous mes vides émotionnels. Notre mariage a été planifié peu après. Contrairement à mon premier mariage, qui était ostentatoire mais vide, celui-ci était extrêmement élégant, mais chaleureux et méticuleusement planifié dans les moindres détails. Alejandro m'a laissé m'occuper de tout. Il disait que c'était mon jour et qu'il voulait que tout soit exactement comme je le souhaitais. Je n'ai pas choisi une salle de mariage luxueuse. Au lieu de cela, nous nous sommes mariés dans un complexe éco-responsable exclusif dans une forêt de pins tranquille des montagnes de la Sierra de Guadarrama. L'espace de la cérémonie était rustique mais très élégant, décoré uniquement de fleurs fraîches et de bois naturel. Et bien sûr, l'âme de la célébration était le parfum. J'ai créé un parfum spécial pour le jour le plus important de ma vie. Je l'ai appelé Serenity, un mélange du parfum pur du jasmin blanc, de la chaleur du bois de santal et d'une touche sucrée de vanille. La fragrance imprégnait tout l'espace, créant un sentiment de confort et de bien-être pour les invités. Il n'y avait pas beaucoup d'invités, juste quelques dizaines, mais c'étaient tous mes proches, des amis qui m'ont soutenu dans les moments difficiles, des partenaires qui ont fait confiance à Calma dès le début et, bien sûr, la famille d'Alejandro. Ses parents étaient complètement différents de mes anciens beaux-parents. Ils étaient très gentils et m'ont accueilli chaleureusement. Ils ne me regardaient pas avec des yeux qui jugeaient mes origines, mais avec admiration pour être une femme talentueuse qui avait bâti sa propre entreprise. Le jour de mon mariage, je portais une robe de soie blanche avec une paire de phénix délicatement brodée. Elle avait été spécialement conçue pour moi par un bon ami qui travaille dans l'industrie de la mode. Quand, bras dessus bras dessous avec Alejandro, j'ai descendu une allée couverte de fleurs blanches avec une musique douce en fond sonore et les bénédictions de tout le monde, je n'ai pas pu retenir mes larmes mais cette fois, c'étaient des larmes de pur bonheur. Alejandro les a essuyées doucement. « Ne pleure pas », a-t-il chuchoté à mon oreille. « À partir d'aujourd'hui, je ne te permettrai pas de verser une seule larme de tristesse. » Après le mariage, j'ai officiellement emménagé dans la villa où vivait la famille d'Alejandro, une vaste villa entourée d'un jardin luxuriant. Mais cette fois, je n'y entrai pas comme une belle fille effrayée, mais comme l'épouse et la véritable dame de la maison. Mon mariage avec Alejandro était très heureux, c'était un mari merveilleux, m'aimant toujours, me respectant et me soutenant dans tout. Bien qu'il soit occupé à diriger un immense groupe d'affaires, il trouvait toujours du temps pour la famille. Nous prenions le petit déjeuner ensemble, nous nous promenions dans le jardin chaque après-midi, et nous partagions toutes les joies et les peines du travail et de la vie. Je suis officiellement devenue l'épouse du président. Ce titre sonnait lointain et distingué, mais ma vie n'a pas changé. Je n'ai pas abandonné mon travail. La marque Calma restait mon enfant spirituel, une passion que je ne pourrais jamais abandonner. Alejandro la soutenait pleinement. Il utilisait ses relations pour m'aider à étendre le marché et à amener Calma sur la scène internationale. Il disait qu'il était fier d'avoir une épouse aussi talentueuse et indépendante que moi. Ma vie semblait maintenant vraiment être un rêve devenu réalité. J'avais une carrière réussie, un mari qui m'adorait et un beau-père qui me respectait. J'avais tout récupéré de ce que j'avais perdu et bien plus encore. Le passé douloureux avec Javier et mon ancienne belle-mère semblait s'être effacé dans un souvenir lointain et flou. J'avais presque oublié qu'ils existaient. Je vivais dans la paix et la tranquillité, profitant pleinement du bonheur que je méritais.
Je pensais que ma vie continuerait ainsi paisiblement, mais cher public, les fils invisibles du destin, aussi loin que nous allions, finissent toujours par nous ramener là où nous avons commencé. Le calme et le bonheur dont je jouissais n'étaient rien de plus qu'un bref répit avant qu'une tempête encore plus grande du passé ne se déchaîne, une tempête qui allait me forcer à affronter, dans la situation la plus ironique possible, l'homme qui m'avait cruellement abandonné il y a 5 ans. Le bonheur m'a souri, mais le destin n'avait pas encore lâché prise. Ma vie était entrée dans une étape nouvelle, rayonnante et sereine. Le passé avec mon ex-mari, Javier Vargas, et l'amertume semblaient s'être évanouis pour ne plus jamais revenir. Mais, cher public, la vie a toujours des rebondissements inattendus, et parfois la meilleure façon d'affronter le passé n'est pas de s'enfuir, mais de le laisser nous trouver quand nous sommes les plus forts. Pendant que je profitais de mon bonheur et développais ma carrière de l'autre côté du monde, mon ex-mari, Javier, avait également terminé son voyage. Avec son intelligence et une certaine ruse, il a obtenu son diplôme avec mention et a décroché un emploi dans un cabinet d'architecture prestigieux à Londres. Au cours des années suivantes, il a également obtenu un certain succès, accumulant capital et expérience. Mais l'ambition de Javier ne s'arrêtait pas là. Il s'était toujours considéré comme exceptionnel, et le petit étang à l'étranger lui semblait insuffisant pour nager. Il a décidé de retourner en Espagne. Il croyait qu'avec son master international et son expérience professionnelle à l'étranger, il pourrait facilement trouver un poste de haut niveau et un salaire astronomique dans une grande entreprise nationale. Il voulait revenir en homme accompli, en vainqueur, pour prouver à tout le monde que sa décision de me quitter il y a 50 ans avait été tout à fait correcte, et sa cible n'était autre que le groupe Tor Impérial, le principal groupe immobilier et de construction en Espagne, présidé par mon mari, Alejandro de la Tor. Javier n'avait aucune idée de ce lien. À ses yeux, Tor Impérial était simplement l'environnement idéal pour mettre en valeur son talent et réaliser ses grandes ambitions. Il a postulé pour un poste très important, chef de l'équipe de gestion de projet, directement sous la direction du PDG. Avec un CV brillant, une expérience professionnelle impressionnante et une présentation éloquente, Javier a facilement passé les entretiens avec le département des ressources humaines et les cadres de niveau inférieur. Tout le monde disait du bien de ses capacités. Son dossier est finalement arrivé sur le bureau d'Alejandro pour approbation finale. Cet après-midi-là, Alejandro a rapporté le dossier de Javier à la maison. Comme il avait l'habitude de partager les événements de la journée avec moi, il me l'a montré. « Regarde ça, chérie », a-t-il dit. L'équipe RH vient de recruter un vrai talent. Le CV de ce gars est impressionnant. Il pourrait être un élément clé pour notre nouveau projet. Je lui ai pris le dossier et l'ai parcouru sans y prêter beaucoup d'attention. Mais quand j'ai vu la photo de portrait sur la première page et le nom Javier Vargas imprimé en dessous, tout mon corps s'est figé. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. C'était lui. Il n'y avait aucun doute, bien que le temps ait ajouté quelques rides, ce regard arrogant et ce sourire confiant étaient indéniables. Alejandro, voyant mon expression changer soudainement, a demandé avec inquiétude, « Qu'est-ce qui ne va pas, Elena ? Connais-tu cet homme ?» J'ai à peine réussi à reprendre mon calme et j'ai pris une profonde inspiration. Je l'ai regardé et j'ai hoché la tête. Oui, ma voix tremblait légèrement. Non seulement je le connais, mais c'est mon ex-mari. L'air dans la pièce est instantanément devenu lourd. Alejandro s'est figé, a repris le dossier, a regardé la photo, puis m'a regardé. Ses yeux étaient remplis d'étonnement. Il connaissait toute mon histoire, mais il n'avait jamais imaginé que ce mari traître apparaîtrait de manière aussi ironique juste sous son nez. Après un moment de silence, Alejandro a pris ma main. « Alors, que veux-tu faire maintenant ? Si tu ne le veux pas, je rejetterai cette candidature immédiatement. » Voyant l'inquiétude et le respect dans ses yeux, mon cœur s'est senti réconforté. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas nécessaire. Les affaires sont les affaires, et les sentiments sont les sentiments. S'il est vraiment talentueux et apte au poste, embauche-le. Je ne veux pas que mes affaires personnelles affectent les affaires de l'entreprise. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas la seule raison. Un sentiment étrange s'agitait en moi. Ce n'était ni de la haine ni du ressentiment, c'était de la curiosité. Je voulais voir comment il avait changé au fil des ans. Et plus important encore, je voulais voir sa réaction lorsqu'il découvrirait que la fille de la campagne qu'il avait délaissée était maintenant la femme du président, la propriétaire indirecte de l'endroit où il voulait désespérément entrer. Le passé était venu me chercher de son plein gré, et cette fois, je n'allais pas fuir.
je l'affronterais avec un état d'esprit complètement différent. Le théâtre du destin semblait réticent à baisser le rideau tout de suite. Au lieu de le rejeter, j'ai accepté la décision d'Alejandro de l'embaucher, non par vengeance, mais pour montrer à cet homme le joyau qu'il avait jeté. Je savais que le moment était venu de confronter le passé. Une semaine plus tard, le groupe Thor Impérial a organisé un grand dîner de gala dans un hôtel 5 étoiles pour accueillir les nouveaux cadres supérieurs, dont Javier Vargas. C'était un événement important pour les nouveaux managers afin de se présenter à la direction générale et aux autres chefs de département. Je savais que c'était le cadre idéal pour notre rencontre fatidique. Ce soir-là, je me suis préparé avec grand soin. Je n'ai pas choisi une robe flashy ou compliquée. Au lieu de cela, je portais une robe en soie bleu nuit minimaliste qui épousait parfaitement ma silhouette. Mes cheveux étaient coiffés en un chignon haut, révélant mon cou élancé, et je portais des boucles d'oreilles en perles délicates. Mon maquillage était léger, accentuant mes yeux profonds avec un rouge à lèvres rouge foncé qui transmettait l'autorité. Et bien sûr, je n'ai pas oublié quelques gouttes de calme, mon parfum fétiche. Je voulais apparaître non pas comme la femme du président, mais comme une femme indépendante et sûre d'elle, avec sa propre aura unique. Quand Alejandro et moi sommes entrés dans la salle main dans la main, tous les regards se sont tournés vers nous. La musique de fond douce s'est soudainement tue, remplacée par des murmures et des exclamations d'admiration. Alejandro, dans son costume noir impeccable, était toujours le centre d'attention à n'importe quel événement. Et moi, la mystérieuse femme du président qui apparaissait rarement en public, ne faisait qu'attiser la curiosité des gens. Nous avons salué les invités d'honneur et les partenaires clés. J'ai souri et hoché la tête avec une attitude élégante et décontractée. Pendant ce temps, dans un autre coin de la salle, Javier Vargas était avec les nouveaux employés. Il avait l'air très fier et plein de confiance. Il portait un costume de créateur et, un verre de vin à la main, il parlait sans arrêt de son expérience à l'étranger. Il savourait le sentiment de faire partie d'une grande entreprise, imaginant un avenir brillant pour lui-même. Il n'avait aucune idée qu'un tremblement de terre était sur le point de secouer sa vie. Après le discours d'ouverture du PDG, le moment le plus attendu est enfin arrivé. Le président Alejandro de la Thor allait présenter personnellement la nouvelle direction générale. Alejandro a pris ma main et, ensemble, nous sommes montés sur la petite scène qui avait été installée au centre. Les lumières de la scène nous éclairaient. Alejandro a pris le micro, et sa voix profonde et puissante a résonné dans la salle. Bienvenue à cette soirée, tout le monde. Au nom du groupe Thor Impérial, je tiens à vous exprimer mes sincères remerciements à tous. Et aujourd'hui, avec un plaisir particulier, je veux vous présenter les nouveaux talents, les personnes qui, avec nous, porteront le navire Thor Impérial vers de nouveaux sommets. Alejandro a présenté chacun d'eux et s'est finalement arrêté sur Javier. Et voici Javier Vargas, notre nouveau chef de la gestion de projet. Avec ses nombreuses années d'expérience professionnelle au Royaume-Uni, nous sommes convaincus que M. Vargas apportera une perspective nouvelle et contribuera de manière significative au succès de nos futurs projets. Monsieur Vargas, veuillez monter sur scène. Javier, bombant le torse et avec un sourire satisfait, a marché avec assurance sur la scène. Il a serré la main d'Alejandro et s'est tourné pour saluer tout le monde. Il était au sommet de sa carrière, profitant de son moment de gloire. Puis Alejandro s'est tourné vers moi, a souri et a dit, et profitant de cette occasion, je veux vous présenter à tous, en particulier aux nouveaux membres, quelqu'un de très important pour moi et pour le groupe. Voici ma femme, Elena Garcia. En plus d'être la femme du président, elle est également la conseillère stratégique de haut niveau d'Imperial Tower. Au moment où Alejandro a fini de parler, au moment où le nom d'Elena Garcia a été prononcé, le sourire de Javier s'est figé. Il s'est tourné brusquement et a regardé la femme debout juste à côté du président, à quelques pas de lui. Ses yeux se sont agrandis, remplis d'une incrédulité et d'une horreur absolue. Il m'a scruté de la tête aux pieds, s'attardant sur mes yeux, sur le petit grain de beauté à côté de mes lèvres qu'il aimait tant autrefois. Le temps semblait s'être arrêté. La salle était encore remplie d'applaudissements, mais à ce moment-là, dans le monde de Javier, tous les sons ont disparu. Il ne pouvait entendre que les battements de son propre cœur, martelant sa poitrine. Comment Elena pouvait-elle être cette femme élégante, distinguée et posée debout devant lui? Elle ne pouvait pas être la femme de village soumise qu'il avait cruellement abandonnée avec une demande de divorce il y a 7 ans. Impossible. Ce devait être une erreur.
Il s'est rappelé que le responsable des ressources humaines lui avait dit que la femme du président était également propriétaire d'une célèbre marque de parfum. Toutes les pièces du puzzle qui s'étaient brisées dans son esprit se sont soudainement mises en place, formant une vérité d'une cruauté sans égale. La couleur a complètement disparu du visage de Javier Vargas. Ses jambes tremblaient et il a failli s'effondrer sur scène. Le verre de vin qu'il tenait est tombé au sol, se brisant en morceaux et émettant un son aigu qui a attiré l'attention de tout le monde. Il est resté figé, la bouche bée, me fixant avec une pure terreur. Le théâtre du destin avait baissé son rideau de la manière la plus cruelle possible. Le rêve américain, dont son brillant avenir était si fier, était devenu en un instant une mauvaise plaisanterie. Il n'était pas revenu en vainqueur, mais pour être un employé sous les ordres du nouveau mari de la femme qu'il avait abandonnée. La scène du succès s'est transformée en scène de tragédie, et le talent qui était autrefois accueilli est devenu, en un clin d'œil, un pauvre clown aux yeux de tous. Cette rencontre inattendue était aussi le début d'une confrontation glaciale, une confrontation au cours de laquelle je leur démontrerai que les rôles et les époques avaient complètement changé. Le son strident du verre brisé semblait rompre toutes les règles de la fête. Tous les regards curieux et les murmures se sont dirigés vers lui. Il restait là, figé sur place, le visage pâle, comme si pas une goutte de sang ne coulait dans ses veines. Mon mari, Alejandro, a géré la situation avec un grand professionnalisme. Il a fait signe à l'équipe de sécurité et au personnel de l'événement de nettoyer rapidement. Puis il a pris le micro et a dit avec un sourire, « Il semble que notre monsieur Vargas soit si excité qu'il a un peu trop bu. S'il vous plaît, continuez à profiter de la fête. » Mais personne n'ignorait que ce n'était pas à cause du vin. Alors que tout le monde était déconcerté, Javier a réagi. Sans dire un mot, il s'est retourné, a chancelé hors de la scène et s'est enfui de la salle comme un fugitif. J'étais à côté d'Alejandro. Dans mon cœur, il n'y avait aucune trace de joie, seulement un calme étrange. Le théâtre du destin, bien que cruel, avait enfin pris fin. Alejandro a doucement serré ma main. Ses yeux, pleins d'amour et de compréhension, m'ont regardé. Je savais combien de force il avait fallu pour endurer ce moment. Cette nuit-là et les jours suivants, Javier Vargas n'est pas allé travailler. Il a demandé un congé pour des raisons de santé. Je savais que ce n'était pas une maladie physique, mais mentale. Il avait besoin de temps pour digérer le choc terrible qu'il venait de subir. Et je savais aussi qu'il raconterait sûrement tout à sa mère, Doña Isabel. Je pouvais imaginer son horreur et sa rage en apprenant que la fille de la campagne qu'elle avait impitoyablement renvoyée était maintenant la femme du président et la patronne indirecte de son fils. Comme je m'y attendais, ils ne sont pas restés les bras croisés. Une semaine plus tard, Javier est retourné au travail. Il avait l'air décharné et épuisé. Son ancien air de confiance et d'arrogance avait complètement disparu, remplacé par un mélange complexe de peur, de regret et une touche de ressentiment. Il a délibérément essayé de m'approcher. Il m'attendait dans les couloirs, sur le parking, cherchant une occasion de me parler seul, mais je ne lui ai pas laissé une seule chance. Chaque fois que je le voyais au loin, je changeais de direction. Quand il était inévitable que nous nous croisions, je passais à côté de lui comme s'il était invisible, sans un regard, sans un salut. J'ai donné à mon secrétaire des instructions claires, toute question relative au chef d'équipe Javier Vargas devait être signalée par email ou traitée directement avec le directeur général. Je n'ai pas de temps pour les questions mineures. Mon attitude froide et distante, mon traitement strictement professionnel de supérieur à subordonné, était un tourment pour Javier. C'était une insulte plus douloureuse que n'importe quelle réprimande. Je lui ai montré qu'à mes yeux il n'était plus rien, ni un ex-mari, ni une connaissance, ni même un rival méritant que l'on y prête attention. Il n'était qu'un employé, un de plus parmi les milliers d'employés du groupe. Une fois qu'ils ont été incapables de m'approcher, ils ont changé de plan. La femme qui n'abandonnait jamais, Doña Isabel, a décidé d'agir personnellement. Un après-midi, mon secrétaire m'a informé qu'une dame nommée Isabelle voulait me voir, disant qu'elle était liée à l'employé Javier Vargas. En entendant ce nom, un léger sourire est apparu sur mes lèvres. Enfin, elle ne pouvait plus se retenir. Dites-lui que je suis en réunion et très occupé. Si c'est urgent, demandez-leur de prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Mais elle n'est pas partie. Elle a fait une scène à la réception. Elle criait qu'elle était mon ex-belle-mère et qu'elle avait besoin de me parler d'une affaire de famille importante. Comme la situation menaçait de s'aggraver, j'ai décidé de la recevoir.
Mais j'ai convoqué le chef de la sécurité dans mon bureau à ma manière. Une dame âgée va monter d'ici peu. Laissez-la entrer. Mais vous deux, attendez devant la porte et entrez immédiatement dès que je vous en donne le signal. Quelques minutes plus tard, Doña Isabel a été conduite à mon bureau. Elle est entrée dans mon bureau, un espace conçu avec une élégance sereine, avec un subtil arôme d'encens. Elle a regardé autour d'elle, et dans ses yeux j'ai vu un mélange d'envie et de colère. Puis elle m'a vu assise, détendue, derrière un luxueux bureau en bois fin. Elle a forcé un sourire de travers. « Elena, c'est moi. Ça fait combien de temps, ma fille? Tu as beaucoup changé. » Elle a essayé d'imiter le vieux ton familial, s'accrochant à une autorité de belle-mère qui n'existait plus. J'ai levé les yeux et les fixé avec les yeux de quelqu'un qui voit un parfait inconnu. « Bonjour. Excusez-moi, qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous amène ici ?» Ma question, polie mais glaciale, a figé le sourire sur son visage. « Toi, qu'est-ce que tu dis? Tu ne me reconnais pas? Je suis ta belle-mère. » Elle commençait à perdre son sang-froid. « Ah, c'était vous ?» ai-je répondu d'une voix froidement monocorde. « Excusez ma mauvaise mémoire. Pour autant que je sache, votre fils, Monsieur Javier Vargas, et moi avons divorcé il y a 7 ans. Mon mari actuel est Monsieur Alejandro de la Torre, donc je pense que ce titre de belle-mère est mal utilisé. » J'ai insisté sur chaque mot, traçant une ligne claire et infranchissable. « Alors, Madame Isabelle, qu'est-ce qui vous amène dans mon entreprise aujourd'hui? S'il s'agit d'une question liée au travail de Monsieur Vargas, veuillez contacter le département des ressources humaines au siège. S'il s'agit d'une affaire personnelle, je suis désolé, mais je ne pense pas que vous et moi ayons quoi que ce soit à nous dire. » Mon traitement étrange et la cruauté glaciale de chacun de mes mots étaient trop pour elle. Elle ne pouvait plus se contenir. Elle a frappé du poing sur le bureau et a crié « Tu oses me faire la leçon? J'étais ta belle-mère, que ça te plaise ou non. Et si tu es là où tu es aujourd'hui, c'est grâce à la bonne fortune que ma famille t'a apportée. » Un instant. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone de mon bureau et immédiatement 2 agents de sécurité grands et costauds sont entrés. « Messieurs, raccompagnez cette dame vers la sortie, » ai-je ordonné d'une voix qui n'admettait aucune discussion. Elle semble ne pas se sentir bien et perturbe l'environnement de travail. Doña Isabel a eu le souffle coupé, incapable de croire que j'oserais faire une chose pareille. « Tu oses me jeter dehors ?» Les 2 gardes se sont approchés et lui ont dit, poliment mais fermement, « S'il vous plaît, venez avec nous. » Elle a été escortée hors de mon bureau, impuissante et humiliée. En passant la porte, elle s'est retournée, m'a montré du doigt et a grincé des dents. « Tu verras. Tu ne t'en tireras pas comme ça. » Je l'ai simplement regardé partir en silence. La confrontation glaciale s'était terminée comme je l'avais prévu. Je n'ai pas insulté, je n'ai pas crié, j'ai simplement effacé leur existence de ma vie, en les traitant comme rien de plus que des étrangers. Et je savais que cette indifférence leur causerait plus de souffrance et d'humiliation que 1000 accusations. Leur mascarade était peut-être terminée, mais l'histoire de leur paiement pour leurs actes ne faisait que commencer. La mascarade de Javier Vargas et de sa mère s'est retournée de manière spectaculaire contre face à mon attitude froide et décisive. Ils ont été expulsés dans l'humiliation, et je savais que le silence qui suivrait n'était pas de l'acceptation, mais plutôt le prélude à un autre plan. Ils ont réalisé que la voie émotionnelle était complètement bloquée. Maintenant, la seule façon pour Javier de relever la tête et de s'accrocher au moindre espoir était de prouver sa valeur, de démontrer sa compétence dans le monde des affaires. Mais il n'avait aucune idée que même dans le domaine où il se sentait le plus en sécurité, je lui avais déjà tendu un piège. 1 mois plus tard, le groupe Thor Impérial a tenu une réunion élargie du conseil d'administration pour délibérer sur les projets stratégiques de l'année à venir. C'était une réunion très importante avec la participation de toute la direction générale, des directeurs des filiales et des chefs des départements clés. Et c'était l'occasion que Javier attendait. Il a passé plusieurs nuits blanches à préparer un plan détaillé pour un projet d'éco-cité de luxe. Il croyait que ce projet générerait des profits énormes et mettrait en valeur son talent exceptionnel. J'ai également assisté à cette réunion en tant que conseillère stratégique principale. Je me suis assise sur le siège le plus en vue à côté d'Alejandro, observant en silence. Quand est venu son tour de présenter, Javier est monté sur le podium avec un air très confiant. Il semblait avoir retrouvé son arrogance d'origine. Il croyait que dans l'arène professionnelle,
avec ses connaissances et son expérience internationale, il pourrait facilement m'éclipser. Il voulait démontrer lors de cette réunion que, bien que je sois la femme du président, je n'étais qu'une femme chanceuse et que lui était le véritable talent. La présentation de Javier était en effet impressionnante. Il a utilisé une terminologie professionnelle complexe et des graphiques d'analyse de marché accrocheurs pour présenter une vision très somptueuse d'une ville de rêve, un paradis terrestre avec les équipements les plus luxueux. Les directeurs plus expérimentés hochaient la tête et le louaient, et même Alejandro semblait satisfait. Javier a terminé sa présentation sous un tonnerre d'applaudissements. Il m'a lancé un regard provocateur, et un sourire satisfait s'est dessiné sur ses lèvres. Je m'attendais à des éloges de la part du président, mais Alejandro n'a pas parlé. Il s'est tourné vers moi, a souri et a dit « Merci pour votre présentation, Monsieur Vargas. Concernant ce projet, j'aimerais d'abord entendre l'avis de notre conseillère, Elena Garcia. » Tous les regards dans la salle se sont immédiatement tournés vers moi. Javier m'a également regardé, et bien qu'il y ait eu une légère nervosité dans ses yeux, il restait confiant. Il pensait probablement, qu'est-ce qu'une experte en parfum et en herbe saurait sur l'évaluation d'un projet immobilier et de construction? J'ai calmement pris le micro et j'ai exprimé mon opinion sans hâte. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur Vargas pour un plan aussi élaboré et magnifique. Ma voix était douce mais claire. En entendant cela, le sourire de Javier s'est élargi. Cependant, ai-je continué, peu importe à quel point un plan peut être ostentatoire, s'il est construit sur des fondations vides, ce n'est rien de plus qu'un château de sable qui s'effondrera à la première vague. Le sourire de Javier a disparu de son visage instantanément. La salle entière a retenu son souffle. J'ai commencé mon analyse. Je n'ai pas utilisé de termes complexes, j'ai utilisé des arguments logiques et des chiffres réels. Monsieur Vargas, dans son plan, estime les coûts d'expropriation des terres à 50 millions d'euros. D'où sort-il ce chiffre? Savez-vous qu'une grande partie de ces terres sont des terres rurales agricoles spécialement protégées? Et savez-vous que selon le récent amendement à la loi foncière, le prix d'indemnisation pour ce type de terrain a triplé par rapport au barème que vous avez appliqué? Rien qu'avec cet investissement initial, votre projet nécessite déjà une injection de capital supplémentaire d'au moins 200 millions d'euros. Le visage de Javier a commencé à changer de couleur. En bégayant, il a dit « C'est le département de recherche qui m'a fourni cela. Je ne l'ai pas laissé finir. Deuxièmement, il propose de construire un lac écologique de 10 hectares. Une excellente idée. Mais avez-vous fait des recherches sur la géologie de la zone? Savez-vous que le sous-sol est constitué d'argile sableuse, sujette aux affaissements et avec peu de capacité de rétention d'eau naturelle? La construction d'un tel lac nécessiterait une étanchéification, un système de digue et un entretien de la source d'eau qui coûterait des dizaines de millions de plus. Je ne vois pas ce chiffre dans votre budget. La sueur commençait à perler sur le front de Javier. Les directeurs qui avaient auparavant hoché la tête en signe d'approbation murmuraient maintenant entre eux. J'ai continué d'une voix froide. Et enfin, le point le plus fatal. Il propose de construire un terrain de golf de 18 trous pour attirer la classe supérieure, mais sait-il qu'à seulement 10 km de là, le groupe de construction B vient de lancer un projet de terrain de golf de classe mondiale de 36 trous? Nous sommes les deuxièmes à arriver et avec une offre plus petite, comment allons-nous rivaliser avec eux? Ils capteront tout le segment de clientèle de luxe que vous ciblez. Pour être honnête, votre projet était voué à l'échec dès le départ. Chacun de mes arguments et chaque chiffre que je présentais était comme un couteau aiguisé poignardant la fierté et la confiance de Javier. Il se tenait sur l'estrade, incapable de réfuter quoi que ce soit, bafouillant. Il s'était trop fié à son diplôme international, oubliant que faire des affaires en Espagne nécessite une compréhension profonde de la réalité, de la législation et des concurrents et des choses que j'avais apprises par le sang, la sueur et les larmes en bâtissant calme. J'ai terminé ma présentation. En conclusion, ce projet, bien que l'idée soit bonne, manque de réalisme et comporte trop de risques. Je propose son rejet. La salle est tombée dans un silence de mort, puis la voix puissante d'Alejandro a résonné. Je suis tout à fait d'accord avec l'avis de la conseillère Elena Garcia. La décision finale avait été prise. Le projet ambitieux de Javier, son dernier espoir, a été rejeté sans hésitation. Il est resté là, tête baissée et poings serrés. Il avait complètement perdu, non pas parce que j'étais la femme du président, mais parce que j'étais meilleur, parce que je voyais plus loin. Sa fierté s'est complètement effondrée devant toute l'équipe de direction.
Mon ex-mari, Javier, a dû goûter à la saveur amère de l'échec. Sa fierté et sa confiance, bâties sur son titre international, se sont complètement effondrées devant ma logique tranchante et réaliste. Son projet ambitieux a été rejeté, et l'avenir brillant dont il avait rêvé s'est évaporé en un instant. Et ce fut le début de la chute sans fin d'un homme qui s'était autrefois surestimé. Après cette réunion, Javier est devenu la risée de tout le groupe. Les gens ne chuchotaient pas seulement sur l'échec du projet, mais aussi sur l'étrange relation entre lui et la femme du président. Il ne pouvait plus marcher la tête haute. Il allait et venait comme une ombre, évitant tous les regards. Et enfin, la décision finale de la direction est tombée. Il n'a pas été licencié, mais il a été rétrogradé de chef de projet à un poste d'employé de base dans un département moins important. Pour quelqu'un d'aussi fier que Javier, c'était une insulte plus douloureuse que d'être licencié. Je pensais qu'après ce coup il démissionnerait et partirait pour trouver une autre voie, mais non, il ne l'a pas fait. Une semaine plus tard, il a fait quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Il est venu à mon bureau pour me trouver. Il s'est présenté sans rendez-vous, attendant simplement en silence à la porte. Même si mon secrétaire lui a dit que j'étais très occupé, il n'est pas parti. Finalement, pour ne pas déranger les autres, je l'ai laissé entrer. Quand il est entré, il n'était plus le Javier Vargas élégant et sûr de lui d'avant. Il avait l'air décharné, avec de profondes cernes sous les yeux, et le costume qu'il portait était froissé. Il se tenait devant mon bureau, la tête basse, n'osant pas me regarder dans les yeux. Et soudain, il s'est mis à genoux. L'homme qui m'avait autrefois impitoyablement abandonné, qui m'avait défié avec arrogance, était maintenant agenouillé devant moi comme un pécheur attendant son jugement. Elena, sa voix était rauque et pleine de désespoir. Je sais que tout ce que je dis maintenant est trop tard. Je ne suis pas venu ici pour demander à récupérer mon poste. Je suis seulement venu demander ton pardon, à implorer ton pardon. Il a baissé la tête et ses épaules tremblaient légèrement. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur le jour où j'ai écouté ma mère, le jour où j'ai été aveuglé par l'attrait des choses matérielles. J'ai abandonné la meilleure femme, celle qui a tout sacrifié pour moi. Je pensais que j'étais le meilleur, celui qui pourrait conquérir le monde, mais maintenant je réalise, sans toi je ne suis rien. Il a levé la tête et ses yeux rougis étaient remplis de larmes. Elena, est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut recommencer? Je te le promets. Je le jure. Je vais tout quitter et repartir de zéro. Je serai un bon mari. Je guérirai toutes tes blessures. J'ai seulement besoin de toi. Un plaidoyer tardif. Des larmes de regret. Je suis resté assise en silence à l'observer. Pas une ride ne s'est agitée dans mon cœur, non pas parce que j'étais insensible, mais parce que mon cœur était dans une paix absolue. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé le jardin d'herbes aromatiques à l'extérieur. Javier, ai-je dit d'une voix douce et calme, lève-toi. Tu ne m'as rien fait de mal. Tu as simplement fait le mauvais choix. Je me suis retourné et je l'ai regardé. Recommencer? Regarde là-bas. J'ai montré le jardin. Cet arbre, une fois coupé, peu importe tes efforts pour le rattacher et le nourrir, il ne revivra jamais. C'est la même chose pour nous. C'est mort le jour où tu as envoyé les papiers du divorce. Et quant au pardon, ai-je continué, je ne te hais plus. Vraiment pas, parce que s'il n'y avait pas eu ton abandon ce jour-là, l'Elena d'aujourd'hui n'existerait pas. Ta cruauté m'a rendu forte, m'a fait tenir sur mes deux pieds. D'une certaine manière, je devrais peut-être te remercier. Javier s'est figé. Il s'attendait probablement à ce que je l'insulte, que je le blâme. Il ne s'attendait pas à cette sérénité. Alors, et mon travail? A-t-il bégayé. Fais bien ton travail, ai-je répondu. Le groupe Thor Impérial est un lieu professionnel. Seule la compétence est valorisée. Si tu travailles bien, tu auras des opportunités. Sinon, tu t'élimineras toi-même. C'est tout à fait juste. Notre histoire n'affectera pas du tout le travail. Je suis allé à la porte et je l'ai ouverte. Va, vis bien ta vie. J'ai déjà trouvé mon bonheur. C'était ma réponse finale. Javier s'est levé, chancelant. Il m'a regardé une dernière fois, les yeux remplis de regret et de désespoir, et est sorti silencieusement par la porte. Alors que la porte de mon bureau se refermait lentement,
un vieux chapitre de ma vie se clôturait définitivement. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Alejandro m'attendait avec un dîner chaud. Il n'a pas posé beaucoup de questions, il m'a simplement serré dans ses bras en silence. Tout va bien maintenant. J'ai hoché la tête et j'ai posé ma tête sur son épaule. J'ai ressenti une paix étrange. Chers auditeurs, l'histoire d'Elena Garcia se termine ici. Un long voyage descendre au sommet de la gloire, des larmes au sourire. Cette histoire nous laisse des leçons très précieuses sur la vie, l'amour et l'estime de soi. La première et la plus grande leçon est de ne dépendre de personne d'autre pour son propre bonheur. L'amour est merveilleux, mais il ne fait pas tout. Une femme vraiment forte est celle qui peut tenir fermement sur ses deux pieds, elle a sa propre carrière et sa propre passion. Quand on a du courage, on n'a peur de l'abandon de personne, car on sait que sans eux, on peut encore mener une vie brillante. La deuxième leçon est que l'adversité est le meilleur creuset pour forger des personnes extraordinaires. Lorsque vous rencontrez des difficultés, n'ayez pas peur. Quand vous tombez, ne vous découragez pas. Prenez chaque défi comme une opportunité de grandir et de devenir plus fort. Comme Elena, la trahison de son ex-mari a réveillé le moi extraordinaire en elle, transformant une épouse soumise en une femme d'affaires solide. Et enfin, la leçon du lâcher-prise. La vengeance peut donner une satisfaction momentanée, mais elle n'apportera jamais la paix intérieure. La véritable paix vient quand on apprend à abandonner la haine, à pardonner le passé non pas parce que l'autre personne mérite d'être pardonnée, mais parce que nous méritons d'être en paix. Le moment où Elena a dit « Je ne te hais plus » a été le moment où elle a été complètement libre. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez trouvé cette histoire significative, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager afin que le message sur la force et la valeur des femmes atteigne plus de personnes. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo.